Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler hardware sur .ai. Hardware, c'est un sujet dans lequel je me suis lancé il y a à peu près 2 ans en commençant en biped. Aucune idée de ce dans quoi je me lançais à ce moment-là. Pas mal de choses que j'aurais aimé savoir, je pense. C'est peut-être tombé sur ce podcast à l'époque. Ça m'aurait fait économiser un peu de temps, un peu d'argent. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va aborder les sujets des spécificités des startups en hardware, comment on a créé notre premier hardware, donc concrètement comment on s'y prend, et puis qu'est-ce que ça change dans les opérations de la boîte à terme. Et puis on va évoquer quelques chiffres, parler un peu prix, et puis j'espère que ça va pouvoir donner quelques idées de comment lancer son hardware aussi si on a une idée et que on veut éventuellement un support physique pour pouvoir faire tourner son software. Donc l'idée principale, c'est, je pense en commençant, c'est peut-être vous donner une première idée de ce qui compose un appareil biped à l'heure actuelle. Donc nous, on fait un harnais qui est porté sur les épaules pour des personnes non-voyantes et malvoyantes. Ce harnais, donc derrière la nuque, on va avoir une batterie. Sur la gauche, au niveau de la poitrine, on va retrouver un ensemble de caméras à profondeur de champ. Et sur la droite, au niveau de la poitrine, on va retrouver un ordinateur embarqué. Et globalement, on a comme composants électroniques principaux un ordinateur, des caméras, une batterie, un peu de connectique au milieu pour synchroniser les caméras, les trucs comme ça. Et c'est à peu près tout. Le reste, c'est surtout de l'ergonomie, du design pour que ça fasse pas mal sur les épaules, etc. etc. On fait quand même tourner des algos d'intelligence artificielle, donc quelques contraintes en termes de capacité de calcul, de trucs comme ça. Donc on ne peut pas prendre n'importe quel ordinateur embarqué. Mais voilà le brief de départ. Pour nous, paraissait relativement simple. On venait du software, on s'était dit on va trouver une boîte et puis on va développer ça. Et je pense que la toute première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a besoin de créer notre propre hardware? Est-ce qu'on peut utiliser des trucs qui sont dispo sur le marché actuellement ou pas? Et ça, je pense que c'est toujours peut-être la question de base à se poser en hardware, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire du hardware? Bien sûr, il y a toujours la question de est-ce qu'on peut faire, par exemple, tourner ça sur un iPhone. Un iPhone a un processeur, des caméras et une batterie. Et là, les contraintes, ça sera vraiment en termes d'ergonomie. Donc, comment est-ce que la personne va porter l'objet? Est-ce qu'on va avoir la même stickiness, la même adhésion au niveau du produit? Si la personne porte ça, est-ce que une application, on va pouvoir l'utiliser autant qu'un hardware, par exemple? Ça, c'est toutes les questions qui rentrent en ligne de compte dans le moment où on choisit est-ce qu'on fait ou non son propre hardware. Mais je pense que c'est des questions qui sont assez cruciales. Si on trouve qu'il y a un moyen de monétisation en faisant juste une application ou juste un software qui tourne sur un hardware existant, je pense que là, c'est un no-brainer à ce niveau-là. Faut lancer ça, ça sera plus rapide, ça sera moins cher et on peut montrer un peu de traction là-dessus, ce qui peut donner une crédibilité pour lancer son propre hardware. Par contre, c'est vrai qu'il y a très souvent le cas. Notre produit sera indissociable du composant hardware. On voit très souvent ça en start-up médicale. Ouais, ça c'est ce que j'ai beaucoup autour de moi, des startups médicales qui créent des appareils de diagnostic, qui créent des nouvelles machines à faire tourner dans des labos, des choses comme ça. Ça, malheureusement, le software ne pourra pas résoudre tous les problèmes du monde à ce niveau-là. Structurellement, du coup, il y aura clairement des problématiques au niveau de la scalabilité, parce que onboarder un client sur du software, c'est pas du tout la même chose que toute la chaîne logistique, j'en parlerai après, pour qu'un client reçoive son hardware. Il ne faut pas les mêmes expertises en interne. Donc c'est cool d'avoir une équipe de software engineers, c'est cool s'il y a quand même quelqu'un qui s'y connaît un peu en hardware. Et puis toute la logistique qui va avec. Mais voilà, première question, je pense, à se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin
de hardware. Et ça, c'est la bonne base pour décider ce qu'on va faire après. Je vais vous donner un petit retour d'expérience de comment est-ce qu'on a créé notre hardware. Donc nous, c'est un projet qu'on a lancé Biped en toute première idée été 2020 dans un hackathon. Et le hackathon a la particularité d'être juste au-dessus d'un shop de hardware. Et du coup, on est juste descendu dans le magasin, on a acheté un Raspberry Pi. On n'avait pas trouvé de batterie externe qui marchait à l'époque, donc on avait juste acheté une rallonge de 50 mètres. Et puis, donc les gens pouvaient marcher 50 mètres maximum pour éviter les obstacles. Et puis, c'est à peu près tout. On avait fait une petite coque imprimée en 3D aussi, parce qu'on avait récupéré un modèle de ce truc-là. Et voilà, donc globalement, nous on est parti avec ça, on s'est dit ok, on veut juste en gros la proposition de valeur principale, si on veut gagner le hackathon, il faut qu'on montre qu'on sait assembler un peu un hardware, donc on a pris une coque de Raspberry Pi sur internet, on a fait un trou pour pouvoir simplement brancher l'alimentation dessus, la personne portait, portait les 50 mètres de câble à la main au fur et à mesure qu'elle voulait s'éloigner. Je reviendrai peut-être dessus sur un épisode, mais en gros ce qu'on fait avec Biped, c'est surtout de la détection d'obstacles pour les personnes malvoyantes. Je pense que je ferai un épisode software dédié. Et puis après ça, on avait connecté ça à des... Alors il me semble sur la Raspberry Pi, si je dis pas de bêtises, il y avait un port jack, donc les gens pouvaient brancher des écouteurs simplement dessus. Et c'était ça qu'on avait présenté comme concept. Et à ce moment-là, on était genre, bon ok, c'est un peu lent, mais en vrai, on a tous les éléments. On avait pris une petite caméra en plus, mais on avait pris un truc tout bête, on avait pris les caméras qu'il y avait directement sur les Raspberry Pi, donc c'est en plus de ça pas des caméras à profondeur de champ, ça n'a pas un grand champ de vue. On avait collé la caméra simplement sur la coque, parce que la coque on l'avait juste téléchargée sur un site, donc il n'y avait pas d'emplacement pour la caméra. Et puis voilà, et on est parti avec ça. Je ne sais pas si je vais éditer une vidéo pour ça, mais si c'est le cas, je mettrai une petite photo de ce truc-là sur la version vidéo. Et une fois qu'on avait ça, on a commencé à se dire que ça serait cool d'avoir un truc qui a un peu plus de punch qu'un Raspberry Pi, que ça serait cool d'avoir quelque chose où on a... au début, on avait fait ça sur une ceinture. On voyait les limites de la ceinture, ça pointait vers le bas, c'était assez dur. Les gens passaient les mains devant, ils marchaient avec la canne blanche devant, il y avait le chien guide qui passait devant. On s'est dit, ouais, ok, il faut remonter le point de vue, il faut qu'on passe sur les épaules. Et globalement, ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là, c'est, on pensait pouvoir le faire nous-mêmes, mais on a embauché des stagiaires. Généralement, on avait toujours un stagiaire, donc pendant 1 an. On en a eu du coup 2 sur des périodes de 6 mois pour développer le hardware. Alors on avait besoin de 2 trucs. Le premier, c'était des itérations en électronique. Donc ça veut dire trouver quel processeur on allait utiliser, avec la grosse contrainte qu'il fallait qu'il soit sur le marché, parce qu'on arrivait avec quasiment 0 fonds, et donc du coup très très peu de capacité à développer un hardware customisé. Je parlerai de chiffres après. Et puis, on voulait améliorer l'ergonomie. Donc, on a continué à bosser avec ce qui se faisait sur le marché, en se disant, OK, on veut amener le point de vue des caméras sur les épaules. Donc, on va globalement commencer à intégrer un harnais de GoPro. Donc là, on avait la version qui se clipsait. On avait toujours notre hardware qui ressemblait à ce qu'on a mis sur la ceinture, une petite boîte de quelques centimètres par 3-4 centimètres d'épaisseur. Et puis ça, on le mettait sur le support de la GoPro directement. Ça marchait relativement bien en tant que tel. Ça aurait été cool de juste pouvoir partir avec ça. On avait une contrainte principale là-dessus, c'est que l'ergonomie n'était malheureusement pas suffisante, parce que les personnes malvoyantes avaient beaucoup de mal à fermer ce système-là. Et donc du coup, il fallait l'ajuster, il fallait savoir est-ce que la caméra pointait bien devant, etc. Et là, on s'est rendu compte de ces problématiques-là, mais on avait déjà un ordinateur un peu plus puissant qu'on avait trouvé, et puis on avait trouvé la caméra qu'on voulait utiliser. C'est Intel qui fabrique ces caméras-là. Ça coûte une blinde, mais ça fait
le taf. On n'avait pas de software à réécrire. On a directement les images à profondeur de champ qui sont de bonne qualité, qui marchent bien, etc., etc. Donc là, on s'est dit, bon, bah, parfait. Et là, on s'est dit, OK, faut pas un harnais qui se clipse avec un truc à ajuster devant. Il faut que ce soit un truc qu'on pose sur les épaules directement. Et là, c'était un peu le début des, le début des emmerdes pour nous. Donc, en gros, à partir de là, on a commencé à bosser avec le frère de mon cofondateur qui faisait des études de product design. Et puis lui, il avait un peu de temps à dispo. Et en gros, on a commencé à découper des plaques de métal qu'on pouvait plier pour qu'elles viennent épouser la forme des épaules. Et des composants en 3D, donc toujours imprimés en 3D pour les caméras, l'ordinateur embarqué, la batterie. Et pour pas bien sûr que les personnes se blessent avec les plaques de métal, on mettait de la mousse entre la plaque de métal et l'épaule. Et on mettait aussi une espèce de truc une espèce de petite housse autour pour que ça ait l'air à peu près fini. Sur les premières versions, il y avait globalement des câbles qui sortaient de partout parce qu'en fait, on faisait juste de la connectique en USB. Et au fur et à mesure, ça commençait à être de plus en plus clean et on commençait à être assez content du résultat. Mais voilà, on faisait encore tout à la main et c'était des plaques qui étaient découpées à la fraiseuse. Mais il y avait à peu près, ça me prenait 3 semaines de travail globalement pour sortir une unité. Et puis on voyait très bien les limites quand les gens l'utilisaient. C'était encore trop rigide. Il y avait zéro scalabilité dans l'assemblage. Et c'est là qu'on s'est dit, après à peu près, ça devait faire 14 mois à bosser dessus tout seul, qu'on avait besoin d'aide d'externes. À refaire, je pense que je commencerai un peu plus tôt, mais on avait l'avantage de savoir ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les itérations de merde un peu en amont de notre côté. Et à un moment, on s'est rendu compte que, ouais, ok, en fait, on a besoin des gens, de gens qui savent ce qu'ils font et qui peuvent emmener cette idée-là au bout. Et je pense que j'ai vu d'autres produits, par exemple, être développés, même dans notre secteur, où les gens arrivaient et ils donnaient le brief du produit, mais c'était leur toute première itération et globalement, aller payer 200, 250 000, 300 000 balles et récupérer un produit qu'ils allaient pouvoir tester pour la première fois avec des gens. Nous, le gros avantage, c'est qu'en sortant toutes ces versions-là, au fur et à mesure, vu que je vous donne le retour que les gens avaient sur ces produits-là, c'est concrètement qu'on a pu organiser des sessions de test avec presque 250 personnes au fur et à mesure. Et on voyait vraiment les idées qu'ils prenaient, on prenait des notes de tous les trucs qu'ils avaient envie de retrouver sur le produit, etc. etc. Et je pense que ça, on avait cet énorme avantage de savoir ce qu'on voulait, même si on aurait pu optimiser et pas passer 14 mois, mais peut-être 8-9 mois globalement, en bossant avec des étudiants dès le départ ou des trucs comme ça. Mais ça a quand même permis d'être relativement efficient. Une fois qu'on a trouvé la boîte avec laquelle on avait envie de bosser, il y a une transmission technique, on donne tout ce qu'on a designé, tout ça. Et puis là, ils ont attaqué du coup plusieurs trucs, les recherches de fournisseurs pour les composants électroniques qu'on avait identifiés, des aspects de test ou de considération de régulation ou trucs comme ça qu'on aurait à faire passer dans le long terme. Un redesign du produit, donc comment est-ce qu'on fait un truc qui est un peu plus scalable avec tous les trucs, par exemple on voulait que l'appareil soit à peu près un peu modulaire et donc du coup on voulait qu'on puisse changer un composant sans avoir à changer tout l'appareil parce que pour la maintenance et tout ça, ça allait être plus simple dans le long terme, donc il fallait développer des systèmes d'attache. Et après ça, au fur et à mesure, on a commencé à affiner. On voulait un truc qui s'assemble encore mieux. On voulait un truc qui résistait à tel test, à tant de pluie, à ceci, à cela. Mais voilà. Globalement, avec ce bureau d'études, on s'est retrouvés. Je pense qu'au global, on a dû payer à peu près 200 000 sur la phase un peu d'industrialisation du produit. Mais par contre, c'est ou peut-être entre 160 et 200 000 globalement.
Mais ça comprend du moment où on arrive chez eux jusqu'au moment où on sort notre troisième série de production. Donc là maintenant il y a encore un peu de phase de R&D, mais on est sur de la prod. Et je dirais que le gros avantage, c'est que nous, ça nous a permis de beaucoup couper les coûts. Parce que si on avait développé le tout premier proto avec eux, qu'on s'était rendu compte que c'était pas bien, et ben là c'est retour au bureau et on relance toute la pipeline. Alors bien sûr, il y a un peu d'expertise qui se fait au fur et à mesure, mais globalement, ça coûte une blinde. Là où nous, je pense que sur la première partie du hardware qu'on faisait nous-mêmes, globalement, on avait un stage. Bon, en Suisse, les stages, c'est 2500 balles par mois, mais on avait un stage à 2500 balles par mois, pas tout le temps en full-time, donc ça nous permettait de pas trop payer non plus. Et puis des achats de composants qui ont dû s'élever à 15 000 balles à peu près. Donc voilà, donc dans les proportions, on était hyper raisonnable par rapport au prix de marché, et on a réussi à faire quelque chose qui a atteint donc un premier appareil vendu en 23 mois à partir de la création de la boîte, même si on a toujours des itérations et des améliorations qui se font sur le hardware en tant que tel. Bon voilà, ça c'est un peu l'histoire de la création de notre hardware. Et ce dont j'avais envie de parler aussi, c'était de toutes les opérations qui vont autour du hardware, de ce que ça change en tant que tel, d'opérer une boîte hardware versus une boîte software. Et notamment, c'est clair qu'on dit souvent que c'est plus dur de lever des fonds en hardware que ceci ou cela. Je pense que structurellement, il y a une partie... On justifie beaucoup, du coup, le fait qu'une appli, c'est hyper simple de se désabonner et de dire « Ah bah, j'ai plus envie de l'utiliser ». Et puis voilà. Donc, par contre, un hardware, quand la personne elle l'a acheté et elle est au bout du truc, il y a beaucoup plus d'engagement côté client. Donc, je pense que ça, c'est toujours le point de balance et le point de discute quand on est en discussion investisseur ou autre. Mais sur les opérations, globalement, nous, on a dû au départ définir des contraintes, déjà de prix de sortie de prod de chaque appareil, parce que nous on avait un prix target en termes de vente, des contraintes sur le poids total de l'appareil, parce qu'au-delà de 3 kg, on commence à se faire matraquer à la poste quand on veut, quand on veut envoyer l'appareil. Des contraintes de taille de boîte, de choses comme ça. Tout ça, on les a affinés au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte en envoyant des premiers trucs dans des cartons qu'on récupérait que si ça dépassait tel poids et si on n'arrivait pas à mettre assez de mousse à l'intérieur, en fait, l'appareil bougeait, etc. etc. Donc ça, on a eu pas mal d'itérations. Mais globalement, sur tous les composants qu'on a sélectionnés au départ, dans les opérations, il y a eu des itérations. Il a fallu qu'on achète des composants de marché, qu'après ça on trouve des fournisseurs pour ça avec notre bureau d'études, qu'on teste ces trucs-là. La plupart des fournisseurs venant de Chine, du coup, on peut s'imaginer 2 à 3 semaines de délai à chaque fois. Il y a des trucs tout bêtes sur les MOQ, donc les Minimum Order Quantities. Pour tester, ils sont toujours partants pour envoyer un ou deux trucs, mais très souvent, du coup, si on veut, je sais pas, du câble pour du transfert de données, ce qui est notre cas entre des caméras et un ordinateur embarqué, c'est vite retrouvé avec un MOQ à 5 km de câble. On a 5 km de câbles USB qui sont, alors on les stocke pas chez nous directement, mais voilà, c'est des délires comme ça où des fois on a le bon fournisseur, le bon prix, le truc comme ça, et en fait nous on veut produire 50 appareils et on a besoin de je sais pas, 100, disons 50 mètres de câble USB gros max, et puis en fait on va se retrouver avec 5 km de MOQ, et ça c'est clair que ça prend de la place, ça prend du budget, et des fois c'est frustrant parce que c'est juste trop gros et on peut pas bosser avec ce distributeur là. Donc du coup on faisait ces itérations, on trouvait
je dirais la version finale avec laquelle on avait envie d'aller de l'avant. Et il y avait tous les aspects pour chacun de ces composants, des tests, qu'est-ce qu'ils étaient déjà certifiés CE, etc. etc. Pour les composants critiques, la compatibilité électromagnétique, donc c'est tous les tests EMC, est-ce qu'ils étaient conformes aussi aux normes de dispositifs médicaux, donc là, ça s'appelle la MDR en Europe, Medical Device Regulation. On a par exemple des trucs de biocompatibilité, est-ce qu'un appareil peut être en contact avec la peau d'une personne, il y a des contraintes sur les types de plastique par exemple en impression 3D qu'on a le droit d'utiliser. Il y a des contraintes de choc, il y a des contraintes de vibration que ça doit satisfaire aussi. Donc, il faut trouver des boîtes pour faire ces trucs-là. Et on a un truc en termes de ingress protection. Donc, ça, c'est toutes les normes IP. Vous voyez des fois IP 65 ou les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment les résistances à la poussière et à la pluie. Et une fois qu'on a résolu ces questions-là, il y a la question de comment est-ce qu'on va commencer à stocker ces composants. Et voilà. Ça, c'est, je pense, dans le choix des composants, c'est à peu près la pipeline qu'on a suivie, où on a externalisé une bonne partie de ces questions-là avec notre bureau d'études. Mais si jamais tu as envie de le faire toi-même, c'est à peu près par ça que tu vas passer. En termes de... Globalement, une fois que tu as tes composants, tu vas être capable de sortir tes premiers prototypes. Tes premiers prototypes, tu vas avoir forcément, ça va te prendre un temps fou à les assembler. Nous, ça nous a pris... je sais pas, les prototypes, les premiers prototypes, on devait, avec le bureau d'études, là, concrètement, on prenait une journée à 5 ou 6 personnes pour sortir un produit. Donc là, t'imagines qu'il y a 6 journées de travail qui passent là-dedans. Parce que forcément, tu fais l'assemblage à la main, les trucs comme ça. Et après ça, tu pars en test côté utilisateur. Tu vois si c'est bon, tu prends note de tous les trucs à changer et tu retournes en design. Donc tout ça, ça prend du temps et surtout de l'argent. Hein. On mettait 5 à 10 fois le prix de prod actuel d'un produit pour sortir un proto, parce qu'en fait, on était sur les MOQ sur tous les composants quasiment. Et donc, du coup, quand tu es sur la MOQ, des fois, tu as ton câble. Tu prends tel câble et puis après ça tu rajoutes $20 d'expédition pour pouvoir le recevoir, et puis en fait ton câble t'a coûté $50, mais au moins tu sais que c'est le même câble que celui que tu vas utiliser à terme. Après ça, dans la production en tant que telle, donc une fois qu'on a identifié ok, maintenant c'est ce prototype là qu'on veut, etc., il y a plein de contraintes. Alors il y en a côté software, mais ça je pense que j'en parlerai une autre fois, mais vraiment sur par exemple tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est mise à jour à distance, tout ce qui est Secure Boot et tous ces trucs-là où au début on n'avait aucune idée de comment est-ce qu'on allait construire toute une architecture qui était à peu près scalable pour qu'on puisse expédier des appareils, savoir où ils sont, qui les utilise, est-ce qu'ils sont sécurisés, est-ce que notre software n'a pas été hacké, des choses comme ça. Mais restons focus sur le hardware. Globalement, au début, on fait des prods par batch, donc par série de production. Pourquoi ? Parce que ça permet de commander 20, 30, 50, 100, 1000 composants d'un coup, et ça permet de bénéficier un peu des économies d'échelle. Nous, on fait toujours de l'impression 3D à l'heure actuelle, donc on n'a pas investi dans des moules, pour tout ce qui est les coques plastiques ou les choses comme ça. Parce qu'on avait toujours beaucoup d'itérations selon les retours des utilisateurs, selon les retours avec la météo, les trucs comme ça, où on voulait être sûr que tel ou tel redesign ou tel investissement était vraiment nécessaire. Mais donc voilà, donc ces batchs, ça demande de la planification, il faut communiquer aux clients, des fois qu'il y a des délais de réception qui sont assez longs, et puis surtout pour les assembler, du coup il faut définir un process d'assemblage. On peut forcément externaliser une grande partie. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on reçoit des pièces préassemblées ou des modules préassemblés, des fournisseurs avec qui le bureau d'études traite directement. Donc ça c'est assez simple, je dirais, parce que
c'est une question de combien on paye, mais si on veut faire des étapes en plus directement avec les fournisseurs, ils peuvent faire des étapes en plus, rentrer tel câble, fixer tel truc, visser tel truc sur telle caméra, etc. etc. Mais il y aura toujours une étape en interne, généralement, enfin à l'heure actuelle en tout cas pour nous. Mais il y a des boîtes qui faisaient aussi des caméras qui ont réussi à scaler à plus de 50 000 unités à l'année en Suisse par exemple, avec bien sûr des composants qui venaient en majorité de Chine, mais ça permettait d'avoir une partie de la chaîne de valeur directement à côté des bureaux pour ces boîtes-là. Donc voilà, question de chaîne d'assemblage, c'est une question d'espace, c'est tout bête, mais il faut des outils, il faut un truc un tout petit peu standardisé. Nous, on s'est fait une espèce de petit comptoir dans le fond du bureau où on a un fer à souder, des outils, des trucs comme ça, et un truc 2 places où il y a 2 personnes qui peuvent prendre du temps de temps en temps pour faire des assemblages d'appareils. Les batchs, forcément, ça tire pas mal niveau cash parce que nous, on fait en plus de ça un système où on loue l'appareil aux utilisateurs. Donc nous, on paye le coût de prod de chaque appareil et on récupère mensuellement globalement des paiements mensuels. Donc on met quelques mois à récupérer le coût de prod initial de l'appareil et puis c'est une fois qu'on a passé quelques mois d'abonnement qu'on commence à se faire notre marge. Donc des séries de production de plusieurs dizaines d'appareils, ça commence tout de suite à prendre pas mal niveau cash flow, et c'est là où structurellement du coup une boîte de software elle a beaucoup de visibilité sur combien est-ce qu'elle va dépenser. Nous on a beaucoup plus de saisonnalité en fonction des tailles des commandes et de la fréquence des commandes en gros qu'on va retrouver. Il y a des questions de maintenance qui vont arriver, donc les clients vont commencer par exemple à dire ok, je l'ai testé mais j'ai cassé tel truc, faudra garder des pièces de rechange, donc toujours aussi commander un peu plus à ce niveau-là, surtout des versions précédentes, ou en tout cas si on fait de l'impression 3D, être capable de ressortir une pièce ou de pas trop changer le composant électronique de sorte à ce qu'on puisse réexpédier un appareil à l'utilisateur, ou sinon avoir des politiques de dire ok, là, l'utilisateur a merdé tel truc, je lui mets le nouveau composant et puis voilà. Ça coûte plus cher, mais ça permet de ne pas gérer trop de versions globalement sur le marché. Il y a les questions alors la maintenance forcément, hein, elle va être de plus problématique une fois qu'on a un client aux États-Unis, une fois qu'on a un client aux Pays-Bas, qu'on a tout ça. Donc c'est-à-dire, nous on a fait un truc très simple, retour de l'appareil au bureau, quoi qu'il arrive, ça coûte une blinde en termes de poste, de frais de dédouanement, de trucs comme ça, mais c'est le meilleur moyen pour nous de ne pas avoir des espèces de centres d'opération un peu dispatchés à droite à gauche qui eux-mêmes devraient avoir leur chaîne d'assemblage, des composants, des outils, une personne formée, ce qui est totalement hors de portée à l'heure actuelle. Une fois que ces questions-là, elles sont à peu près adressées. On a toutes les questions au niveau du hardware aussi pour les employés. Le fait que notre software, il ne faut pas le faire tourner forcément sur un Mac ou sur un PC, mais qu'on a besoin de manière réaliste de le faire tourner sur le hardware qui tourne directement dans le harnais des utilisateurs. Donc ça veut dire que chaque employé doit pouvoir répliquer ce système-là. On a mis en place des systèmes de VPN pour pouvoir se connecter à distance aussi quand la personne est en vacances ou autre, ou travaille d'un autre endroit, pour pouvoir se connecter à distance à des boards, enfin certains de ces ordinateurs embarqués qu'on a branchés dans un petit rack dans notre bureau. Enfin c'est des trucs tout bêtes pour être sûr qu'on a un système qui est ultra réplicable. Mais voilà, et donc là on se dit bon, là on a une chaîne, on sait à peu près comment on sait comment les assembler, on sait à combien ça nous revient, on sait qu'on peut développer sur un écosystème qui est très similaire. On a les questions de maintenance, et maintenant il y a les questions de comment est-ce qu'on l'achemine aux clients. Donc ça avec 2 aspects, les distributeurs, ça vient très vite dans l'équation parce que on n'a pas forcément les capacités nous à aller faire tous les salons, du porte-à-porte, des trucs comme ça, à avoir des catalogues de clients ou autres dans lesquels on peut aller chercher, surtout sur du marché niche comme on fait actuellement. Donc là
distributeur à prendre en compte dans l'équation assez tôt, ou sinon on peut juste vendre en direct sur notre site et puis accepter que ça peut être un trafic qui est un peu plus bas en tant que tel. Par contre, on est 100% détenteur du revenu ou autre parce que forcément les distributeurs vont prendre leur com là-dessus. Et question de la poste, pour expédier l'appareil, c'est vraiment le truc tout bête, hein. Mais du coup, dès qu'on fait des séries de prod, je prends ma voiture et puis on descend à la poste avec tous les cartons parce qu'on a un certain encombrement au niveau du produit en tant que tel. La poste, on avait, comme je disais, ces contraintes de quel poids maximal et quel encombrement maximal on voulait pour le produit parce que sinon ça allait commencer à être trop cher. Il y a les questions de TVA qui arrivent. Est-ce qu'on fait un produit où la TVA est inclus ou est-ce que le client paye la TVA à la réception? C'est souvent le cas quand on expédie depuis la Suisse en plus de ça parce qu'il y a une TVA qui est de l'ordre de 7% contre 20% en Europe, donc les gens vont devoir payer des frais d'import même sur un produit comme le nôtre où on fait un essai gratuit. Donc voilà, donc là c'est pareil, question à adresser. Et les gens ils vont vouloir un tracking number, donc qu'est-ce qu'on met en place pour avoir une petite e-boutique sur notre site où la personne peut voir aussi le tracking number une fois qu'on a expédié l'unité. Il y a les itérations qu'on a pu faire au niveau du packaging en tant que tel. On a fait un packaging très simple au début, on s'est rendu compte que l'appareil vibrait trop, enfin bougeait trop à l'intérieur et pouvait arriver endommagé, donc on a dû rajouter de la mousse, on a dû faire des designs de mousse, des trucs comme ça. Et ça pareil, ça a un certain coût, et des fois on peut avoir des retours clients. Retours clients, ça veut aussi dire des frais d'expédition, donc il faut une politique, juste savoir est-ce que ces retours clients vont être à la charge du client, est-ce qu'ils vont être à la charge de l'entreprise. On peut déjà imprimer des bons de retour qu'on met dans l'appareil, dans le packaging au cas où. Et puis, il y a toute l'expérience d'onboarding. Une fois que le client a reçu l'appareil, comment est-ce qu'on crée une expérience? Alors, vous imaginez aussi que si on fait un appareil pour des personnes malvoyantes et non-voyantes, il y a une vraie problématique d'onboarding en tant que telle. Mais voilà, et ça c'est un peu toute la chaîne du passage en prod pour un appareil comme le nôtre. Tous les points qu'on a dû considérer, j'en oublie peut-être, mais je crois que j'étais assez exhaustif quand même sur la liste. Et tout ça, ça nous donne les inputs pour, ok, on a sorti notre série 1, et en fait on va sûrement avoir des retours, on va se rendre compte de trucs qui ne marchent pas, et là on repart en itération, mais beaucoup plus rapide, pour essayer d'améliorer certains petits points. Ok, là j'ai vu que j'ai eu un retour client parce que j'ai eu de l'eau qui est rentrée dans tel truc, parce que l'expédition a fait trop vibrer l'appareil, parce que ceci, parce que cela. Alors on repart en itération, c'est là où on avait l'avantage d'être toujours en impression 3D et de ne pas encore avoir investi dans des moules. Et puis voilà, et au fur et à mesure des batchs, on peut repartir en itération à chaque fois. Le gros danger, forcément, c'est de rester en itération trop longtemps et de sortir des batchs qui coûtent cher à chaque fois parce qu'on n'a pas encore investi dans les trucs qui permettent vraiment la scalabilité. Et puis, au lieu de payer 100 balles pour une pièce, on pourrait payer 10 balles, mais il nous faut un moule à 3000 balles entre les deux. Donc, il y a toujours la question de quand est-ce qu'on arrive à ce point-là. Et à un moment, on se fixe globalement sur une V2. Et cette V2, ou ce prototype final avec lequel on va sur le marché, c'est un peu, c'est un peu l'appareil qui va nous permettre d'aller sur le marché, d'être plus scalable, de faire les investissements dans la scalabilité. On est en plein dedans avec Biped. Et puis après ça, on commence à penser aux produits suivants. Mais voilà, si on a envie de développer vraiment une ligne de produits, et puis tout ce schéma de réflexion peut être répliqué pour chaque produit globalement qu'on va relancer. Donc c'était un peu le retour d'expérience qu'on a d'avoir essayé de créer notre hardware nous-mêmes, d'être passé par un bureau d'études, d'être passé par les phases de prototypage, les phases de test client, les phases de production de nos premières séries et maintenant les phases d'industrialisation. Donc voilà, comme je disais, je pense qu'au global, nous, ça a dû prendre à peu près 24 mois de travail dédié sur le hardware. On doit être
globalement aux alentours des 220 ou 230 000 francs, donc on n'est pas loin en euros, dépensés en hardware pour sortir jusqu'à notre troisième série de production. Donc je trouve ça... Alors bien sûr c'est cher, je ferai un épisode bien sûr sur tout ce qui est financement, funding et ces trucs-là, mais ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on peut observer sur le marché. Les toutes premières offres qu'on avait eues pour industrialiser, pour produire la toute première idée qu'on avait, qu'au final on n'a pas gardé de ceinture là, les toutes premières offres qu'on avait, elles étaient aux alentours des 350 000 pour sortir la première série de production. Donc je pense qu'on a réussi à rester assez efficient en termes de capital, peut-être un peu plus lent que ce qu'on aurait pu faire avec un vrai retour d'expérience. Mais voilà, c'est les leçons qu'on aura pour les prochains produits. Donc, en résumé, petit conseil que je mets en avant, je pense, quand j'ai des discussions avec des gens qui veulent lancer leur propre hardware, c'est de dérisquer au maximum en amont. Donc, est-ce qu'on a besoin du hardware? Est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur quelqu'un que je connais qui sait faire du hardware, ou avoir un étudiant qui peut faire du hardware et impliquer beaucoup les utilisateurs là-dedans, parce que le risque de se planter, il est assez important sur des premières versions. Et une fois qu'on a dérisqué ça, peut-être un peu en amont, commencer à parler à des boîtes de développement d'hardware, des bureaux d'études, des choses comme ça, trouver le bon partenaire qui a aussi la flexibilité. Nous, on est vraiment bien tombé là-dessus. Et puis après ça, planifier un peu tous les trucs qui vont venir au fur et à mesure sur les certifications, sur les expéditions, sur le packaging, le choix la MOQ sur les fournisseurs, combien de cash ça va nécessiter, etc. etc. Je pense que ça, c'est un exercice qui est assez essentiel et très important sur montrer qu'on est capable de gérer aussi toute une problématique hardware, parce que qu'on se le cache pas, une fois qu'il y a du hardware qui est impliqué, il y a beaucoup de frais et beaucoup de process en plus, mais je pense que c'est un jeu qui en vaut la chandelle quand on voit des utilisateurs qui portent son appareil sur les épaules, en l'occurrence pour nous, dans la rue, et qui donnent un vrai retour d'expérience sur leur produit, et qui aiment vraiment le produit et qui sont attachés à l'objet physique. On se dit qu'on a réussi en partie à convaincre des premiers clients là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui en vaut la chandelle, et aujourd'hui on a des clients qui aiment vraiment bien cet appareil, qui y sont attachés. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des retours ou à m'écrire directement pour me dire ce que vous en avez pensé. Prochain épisode dans pas longtemps, on va sûrement parler soit software, soit financement. Je sais pas encore, mais on va se fixer sur un truc. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.